Un groupe armé terroriste a perpétré une attaque contre une église dans le village de Pansi, situé dans le nord du Burkina Faso, au moment où des fidèles célébraient le culte de dimanche. Le bilan n'est pas encore définitif, mais des témoins et des rescapés font état d'au moins 10 morts. Le pasteur de l'église a été enlevé par les auteurs de l'attaque, a indiqué une source sécuritaire. C'est difficile en ce moment même d'avoir une idée de la situation, car les habitants du village ont fui après l'attaque, a déclaré un habitant contacté à Seba, une localité voisine où sont arrivées des personnes fuyant Pansi. Même à Seba, c'est toujours la psychose parce que des chrétiens et leurs pasteurs ont été tués par des terroristes, a ajouté cet habitant s'exprimant sous couvert de l'anonymat. En effet, le 10 février dernier, un groupe djihadiste avait fait irruption dans la ville de Seba avant d'enlever 7 personnes dans le domicile d'un pasteur. 3 jours plus tard, 5 personnes dont le pasteur ont été retrouvées mortes, tandis que les 2 autres, des femmes, ont été retrouvées saines et sauves. Selon le gouverneur de la région du Sahel, plusieurs imams ont été également assassinés par des djihadistes dans le nord du Burkina Faso depuis le début des attaques, il y a 4 ans. Ces attaques qui sont devenues de plus en plus fréquentes et meurtrières dans ce pays frontalier du Mali et du Niger ont fait environ 750 morts et 600 000 déplacés depuis 2015. Selon l'ONU, 4 000 personnes ont été tuées en 2019 dans des attaques djihadistes dans ces 3 pays. Le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo s'est rendu sur le lieu de l'accident de la route dans lequel au moins 14 personnes ont été tuées et plusieurs blessés à Kinshasa dans la spectaculaire collision d'un camion qui a percuté d'autres véhicules et fauché des passants. Le ministre de l'Intérieur Gilbert Kankondé a envisagé des mesures préventives qu'il pourrait prendre pour éviter des excès de vitesse sur cette rue en pente entre l'université et un croisement très fréquenté. Nous verrons quelles sont des mesures préventives que nous pourrions prendre de sorte à ce que nous puissions éviter d'abord que ceux qui prennent cette descente, on puisse prendre des précautions de limiter la vitesse. Une panne de frein est à l'origine de l'accident, selon plusieurs sources. Le chauffeur d'un camion Ben a perdu le contrôle de son véhicule quand il descendait une rue près du campus de l'université de Kinshasa. Une demi-douzaine de véhicules, dont 2 minibus et 3 voitures, ont été fracassés. Le secrétaire d'État américain qui s'exprimait devant la presse s'est gardé de tout engagement et a laissé ouverte la question d'une réduction des forces américaines actuellement à l'examen à Washington. Nous ferons ce qu'il faut. Nous ferons ce qu'il faut collectivement, j'en suis convaincu. Je n'ai pas d'annonce spécifique à faire, mais je pense que le peuple sénégalais doit savoir que collectivement, les forces sénégalaises dans la région, les partenaires européens, les États-Unis, la France, l'Amérique, nous avons pour obligation de réussir à assurer la sécurisation de la région. C'est ce qui permettra la croissance économique et nous sommes déterminés à le faire. Peu auparavant, le ministre sénégalais des Affaires étrangères Amadou Ba, à ses côtés, avait indiqué que les États-Unis avaient fait part aux dirigeants sénégalais de leur volonté de retirer leurs forces combattantes. Aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique est confrontée à des défis majeurs liés à l'insécurité et au terrorisme et a besoin des États-Unis d'Amérique qui sont un allié stratégique pour un retour définitif à la paix et à la stabilité. Aujourd'hui, dans ces conflits, il est important que l'Afrique puisse monter en première ligne. Cela nous semble être extrêmement important. Nous avons les hommes qu'il faut. Il nous manque certainement des informations. Il nous manque certainement des équipements. Pompeo entame sa première visite en Afrique subsaharienne dans les fonctions de secrétaire d'État au moment où les États-Unis veulent réduire les opérations anti-djihadistes dans le monde pour concentrer leurs forces sur ce qu'ils considèrent comme les menaces russes et chinoises pour leur suprématie militaire. L'Afrique, où l'armée américaine est présente avec quelques 6 000 soldats, notamment au Sahel, en Somalie et à Djibouti, est considérée comme pouvant être la première concernée par la redistribution des forces. Un groupe armé terroriste a perpétré une attaque contre une église dans le village de Pansi,
située dans le nord du Burkina Faso, au moment où des fidèles célébraient le culte de dimanche. Le bilan n'est pas encore définitif, mais des témoins et des rescapés font état d'au moins 10 morts. Le pasteur de l'église a été enlevé par les auteurs de l'attaque, a indiqué une source sécuritaire. C'est difficile en ce moment même d'avoir une idée de la situation, car les habitants du village ont fui après l'attaque, a déclaré un habitant contacté à Seba, une localité voisine où sont arrivées des personnes fuyant Pansi. Même à Seba, c'est toujours la psychose parce que des chrétiens et leurs pasteurs ont été tués par des terroristes, a ajouté cet habitant s'exprimant sous couvert de l'anonymat. En effet, le 10 février dernier, un groupe djihadiste avait fait irruption dans la ville de Seba avant d'enlever 7 personnes dans le domicile d'un pasteur. 3 jours plus tard, 5 personnes dont le pasteur ont été retrouvées mortes, tandis que les 2 autres, des femmes, ont été retrouvées saines et sauves. Selon le gouverneur de la région du Sahel, plusieurs imams ont été également assassinés par des djihadistes dans le nord du Burkina Faso depuis le début des attaques, il y a 4 ans. Ces attaques qui sont devenues de plus en plus fréquentes et meurtrières dans ce pays frontalier du Mali et du Niger ont fait environ 750 morts et 600 000 déplacés depuis 2015. Selon l'ONU, 4 000 personnes ont été tuées en 2019 dans des attaques djihadistes dans ces 3 pays. La France a soumis mon pays à un traitement totalement arbitraire et discriminatoire et par conséquent contraire au droit international, a affirmé devant la cour basée à La Haye Carmelo Mvononka, membre de la délégation de Malabo et ambassadeur de la Guinée équatoriale en Belgique et aux Pays-Bas. La Cour internationale de justice tient cette semaine des audiences publiques dans l'affaire dite des biens mal acquis, engagée devant la plus haute juridiction de l'ONU après des poursuites françaises à l'encontre du vice-président équato-guinéen. À plus d'une reprise, les tribunaux français ont jugé de manière inacceptable et sans aucune preuve le comportement de la Guinée équatoriale. Fils du président Théodoro Obiang Nguema, Théodorin Obiang, vice-président chargé notamment de la défense et de la sécurité de son pays, a été condamné le 10 février dernier par la Cour d'appel de Paris à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende et de confiscation pour s'être bâti frauduleusement un patrimoine considérable en France. La Guinée équatoriale dénonce depuis le début de l'affaire une violation de l'immunité de Théodorin Obiang qui, selon la justice française, a pillé les caisses de l'État avant d'acheter des propriétés luxueuses dans les endroits les plus chers du monde. Malabo a porté le différend devant la Cour internationale de justice qui, en 2018, s'était déclarée incompétente sur ce point. Elle s'est cependant déclarée compétente pour se prononcer sur le statut en tant que locaux diplomatique de l'immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris. Cette luxueuse propriété qui dispose d'un cinéma, d'un spa et de robinets en or serait l'ambassade équato-guinéenne en France, ce qui est contesté par Paris. Comment ne pas être surpris en étant accueilli comme vous l'avez fait aujourd'hui, a réagi le chef de l'État devant la foule la semaine dernière. Ces dernières années, sur cette terre récemment acquise à l'opposition, sa démission avait été réclamée à corps et à cri lors d'autres rassemblements. En effet, la deuxième ville du Togo a été dès le mois d'août 2017 le bastion de la contestation politique qui a ensuite gagné tout le pays après un demi-siècle de la même famille au pouvoir. Des jeunes avaient érigé des barricades le long de la route nationale qui traverse la ville, mis le feu aux postes de police et attaqué les forces de sécurité. Il y a quelques années, c'était un autre leader qui haranguait les foules à Sokodé, appelant au soulèvement populaire. Mais Tikpi Achadam, le leader du Parti national panafricain, fils du pays, a été accusé d'avoir enflammé la jeunesse, thème majoritairement musulmane, et se cache désormais au Ghana selon ses proches. Il envoie encore quelques messages audio sur WhatsApp dans l'espoir de continuer la lutte, mais son parti est désormais divisé et, explique l'un de ses anciens collaborateurs à l'AFP, depuis qu'il est en exil, il faut être honnête, la mayonnaise ne prend plus.
L'armée togolaise quadrille toujours la ville et des véhicules remplis de soldats cagoulés et équipés d'armes automatiques sillonnent les rues en continu. Les affiches de campagne d'UNIR martèlent qu'il faut croire en notre futur et le président candidat a promis la création de 500 000 emplois directs d'ici à 2022 pour apaiser les frustrations d'une jeunesse frappée par un chômage massif et une grande pauvreté. Conduite par le gouverneur de la région du littoral accompagné du préfet du département du Wouri et du délégué du gouvernement, la caravane s'est déployée dans les artères de la ville de Douala, plus précisément au marché Bona Moussadi, stade du même quartier, rond-point d'Eido et Touché et enfin au stade Sandaga. À quoi le gouverneur a été ferme avec les tenanciers de petits commerces et responsables de boutiques. Nous tenons à dire que peut-être le prétexte des événements qui arrivent, à savoir le CHAN et la CAN, sont là, mais nous voulons que ce soit un réflexe qui doit aller au-delà de ces rencontres, que ce soit un réflexe pour que chaque jeudi, si nous faisons la propreté dans notre concession, je suis sûr et certain que la semaine suivante, nous aurons moins d'ordures et c'est comme ça que la ville de Douala deviendra une ville très propre. L'objectif de cette caravane est de mener des actions de sensibilisation, d'information et de lutte contre le désordre urbain afin de garantir de meilleures conditions de salubrité aux équipes participantes ainsi qu'à leurs différentes délégations. Cette action de salubrité sera périodique et à intervalles de temps réguliers. Chaque semaine, tous les jeudis, de 8h à 11h, nous devons amener nos populations à faire de la propreté. Une opération qui oblige des populations en vue de leur participation active pour faire de Douala une ville où il fait réellement bon vivre pour chacun et surtout pour les autres.